Salut à tous, on est là pour parler de l'Ares 3. Encore une fois, une magnifique carte qui est mise sur pied par Fernand Lopez et son équipe. Alors je vais commencer par une mauvaise nouvelle suivie d'une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, j'ai le Covid. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller voir ça sur place. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais 2 tickets. Et du coup, je vais les offrir à quelqu'un plutôt que les revendre. Pour les offrir, je vais faire un petit jeu concours et évidemment, je vais expliquer les règles quelque part dans la vidéo pour un peu pousser les gens à regarder la vidéo. C'est logique, non? Alors, maintenant que ça c'est dit, j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps concernant les pay-per-view buy de Ngannou contre Gane et je me suis un peu perdu dans un thread où j'expliquais de l'importance d'aller voir les événements locaux. Donc, quand c'est près de chez soi, il faut aller voir sur place pour plusieurs raisons. Bon, ici, évidemment, le Ares, c'est du gros spectacle, c'est une grosse carte. Il y a toutes les raisons qui sont réunies pour aller le voir. Il y a du niveau international, il y a vraiment même du niveau UFC, j'ai envie de dire. Ça a été prouvé lors du dernier Ares. On a eu un Emile May qui était sur la carte et qui a perdu, qui plus est. On avait un Taylor Lapillus contre Wilson Reis en main event. Donc il y a vraiment du très très bon niveau. Et comme il n'y a pas encore d'UFC en France, c'est une façon d'aller voir quelque chose de comparable, de similaire, et de profiter vraiment d'une ambiance au top du top. Donc, ma petite analyse, c'était l'UFC, c'est un business qui fonctionne. Ils ne sont pas arrivés là où ils sont par hasard. Ils ne vont pas arriver dans un nouveau pays sans faire d'études de marché. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y a le Ares? Ils vont regarder. Ils vont regarder s'il y a du monde dans le public. Ils vont regarder l'ambiance. Ils vont regarder la qualité des combats et principalement la qualité des combattants locaux. Ils vont regarder les médias, ils vont regarder si ça trend sur Twitter, en ligne, pendant l'événement, s'il y a des gens qui tweetent par rapport à ça. Ils vont regarder les chiffres sur l'UFC Fight Pass, parce que maintenant ce sera sur l'UFC Fight Pass. Ils font des études de marché. Et donc évidemment, pour tous ceux, et j'en fais partie alors que j'habite même pas à Paris, j'habite même pas en France, pour tous ceux qui espèrent un UFC Paris, allez voir sur place, s'assurer que ça fait un sold out, ça contribue aux chances d'avoir un UFC Paris prochainement. Parce que là, clairement, la France commence à avoir de plus en plus d'athlètes qui sont signés à l'UFC et de plus en plus d'athlètes performants. Il y en a de plus en plus qui rentrent dans le top 15. On a un Cyril Gane qui vient d'avoir son title shot. On a un Nassourdine Imavov qui est complètement rentré dans le top 15. On a un Fares Ziam qui obtient un combat contre quelqu'un qui fait le buzz en Terence McKinney. Voilà, le MMA français, Manon Fiorot évidemment qui est dans le top 15 et qui pour moi va faire une grande ascension. Pardon, il y a clairement de quoi faire venir l'UFC en France. Ce qui manque peut-être, c'est rassurer l'UFC par rapport au fait que quand ils viendront en France, ils vont remplir un stade. Quand ils viendront en France, il y aura des médias qui vont en parler. Quand ils viendront en France, ça va buzzer. C'est ça qu'il faut. Et donc, un bon moyen de rassurer l'UFC, c'est de s'assurer que le Ares fonctionne bien. Putain, j'ai l'impression de faire une pub. Bref, petite vidéo ici pour donner 5 raisons pour aller voir, ou en tout cas pour regarder en live sur l'UFC Fight Pass. Je vais devoir faire un montage. Première raison, la division des flyweight va vraiment se lancer au Ares cette fois-ci, avec 2 combats. Et 2 combats très intéressants. On a d'abord 2 filles qui vont débuter en professionnel MMA. Il s'agit de Alex Tekena, qui est évidemment à 0-0. Elle a été dénichée par la Bulgarian Top Team, la BTT. Et elle s'entraîne au NR Fight. J'ai un peu regardé, elle s'entraîne très très bien. Elle se prépare comme une pro. Elle a un niveau prête pour être pro. Et dans ses débuts, elle aura un gros challenge en Iris Marmousset, qui est également à 0-0. Elle a un background en pied-point. Elle a déjà 2 combats en amateur en MMA. Elle s'entraîne au MMA Factory. Et donc elle sera également très bien préparée. Et j'ai l'impression que ça va être un beau combat. Tout simplement, ça va être un beau combat. Il y en a une des 2 qui va obtenir sa première victoire en professionnel, qui va prendre de l'expérience et justement qui va aider à construire cette division des flyweight au Ares. Alors on voit que le Ares veut investir dans cette division puisqu'ils ont signé 2 autres combattantes qui sont légèrement plus expérimentées en
Dorota Norek, qui elle vient de la boxe anglaise, elle a un palmarès de 6 victoires, 3 défaites en boxe anglaise, elle a déjà 2 combats professionnels en MMA, une victoire par TKO et une victoire par soumission. Donc malgré son background en anglaise, on peut supposer qu'elle a déjà bien bossé ses capacités en MMA, et elle rencontre Ivana Siric, et c'est surtout elle sur laquelle j'ai envie d'attirer de l'attention, parce que moi je l'avais observé, je ne vais pas le cacher, quand j'ai vu la signature de Ivana Siric, comme d'habitude, je me dis, tiens, une flyweight au RS, tiens, j'ai une flyweight dans mes combattantes, Gris Takeout, est-ce que j'irai pas regarder pour faire un petit call-out? D'ailleurs, j'avais envoyé un message à Fernand, mais le matching était déjà prévu contre Dorota Norek. Bref, en regardant la Ivana Siric, je voyais 2-0 et je me dis, ok, bon, il y a peut-être une grosse différence d'expérience avec Grit, mais on va voir si c'est un combat qui me paraît faire sur papier. Et effectivement, malgré qu'elle soit à 2-0, elle a une bonne expérience en amateur et elle a un style assez intéressant. C'est une gauchère plutôt grande pour la division qui combat bien comme une gauchère, qui combat bien en garde ouverte, qui comprend les systèmes. Ça en devient peut-être un peu prévisible, ça aurait été ça mon game plan, mais je ne vais pas trop exposer au cas où finalement Grit et Siric se rencontrent un jour. Mais c'est chouette à voir parce qu'on voit une nana qui prend le centre, qui travaille bien à sa distance, qui profite bien de sa taille, qui se déplace très très bien pour une gauchère et qui cherche à ouvrir son côté ouvert et à frapper avec son côté gauche, avec ses directs, avec ses kicks de la jambe arrière. Et elle ouvre très bien justement avec son low kick avant. Donc un style intéressant, un style que j'ai envie de voir, un style que j'ai envie de voir évoluer, parce que pour moi elle a encore une marge de progression, c'est-à-dire qu'elle comprend bien les principes, mais il manque un peu de complexité dans son jeu, et j'ai envie de voir justement si de la complexité se rajoute dans son jeu, ou si elle va se faire surprendre parce que son adversaire aura lu ce genre de déplacement, et ça lui permettrait peut-être d'avoir une défaite et de revoir justement son style. Alors, on la voit comme une strikeuse, et donc je m'étais dit, ok, bon, bah, c'est le genre de profil, il faut amener au sol, mais elle a des bons scrambles, et une fois qu'elle a le top control, elle est plutôt impressionnante. Donc voilà, première raison de regarder le RS, ou d'aller voir surtout sur place, c'est cet investissement dans cette division des flyweight, avec 2 combats qui sont vraiment intéressants, 2 filles qui vont commencer et qui vont vouloir se prouver directement sur une grosse carte, et 2 filles qui ont déjà de l'expérience en MMA, toutes les 2 à 2-0 en MMA, avec l'une une expérience plus extensive en amateur, l'autre en boxe anglaise, et je pense qu'il y a vraiment du niveau. C'est 2 nanas qui ont du potentiel d'évoluer et de peut-être évoluer vers l'UFC. Deuxième raison, les débuts de Yacine Bouganem en MMA. C'est énorme, c'est énorme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les frères Bouganem, Google, ils ont une histoire incroyable. Ils vivaient en Belgique, ils ont déménagé en Thaïlande quand ils étaient super jeunes. Ils ont connu le Muay Thai pour vivre, ils se sont développés de dingue, ils se sont fait un nom en Thaïlande, ce qui est très difficile pour des étrangers. Étrangers non thaïlandais, hein, on se comprend. Là, ils sont revenus en Belgique. Je les connais très bien parce qu'ils s'entraînaient là où moi je donnais cours quand ils sont revenus en Belgique. Ils ont continué à performer en Belgique en Muay Thai. Et là, on a la grosse surprise. Yacine, donc celui qui combattait en poids lourd, qui était en train de faire une descente vers les middleweight, qui va faire ses débuts en MMA, en light heavyweight, et il fera face à Jackie Chan, pas Jackie Chan, qui lui vient du K1. Donc on a un bon matchmaking, c'est-à-dire que c'est une bonne façon d'entrer en matière pour Yacine. Il fait face à quelqu'un qui vient aussi du pied-point, et donc on pourrait avoir ce genre de combat de pied-point avec des petits gants MMA où il n'y aura pas spécialement de recherche de takedown, ou en tout cas s'il y en a, ce sera intéressant de voir comment l'un et l'autre commencent à évoluer dans ce nouveau milieu, dans ce milieu qui est nouveau pour eux. Donc clairement, ça c'est un gros point d'attention pour moi, les débuts de Yacine Bouganem, parce que voilà, je pense que l'objectif c'est de le faire remonter en poids lourd. Il se fait manager par Fernand Lopez, qui connaît très bien le MMA et qui sait à mon avis que ben voilà, c'est plus facile d'arriver à l'UFC par le chemin poids lourd que par le chemin middleweight. Et étant donné que Bouganem a fait toute sa carrière de Muay Thai en poids lourd, il peut y retourner et il y sera assez à l'aise. Après, je dis peut-être une bêtise, peut-être qu'il va rester en light heavyweight, on verra. Mais en tout cas,
Ouais, j'ai envie de voir comment il adapte son Muay Thai au MMA. C'est un tueur à gages debout et ça peut offrir qu'un beau combat jeudi. C'est jeudi l'événement, c'est le 3 février. Ah, l'anniversaire de ma mère. Je sais que tu regardes la vidéo, maman. Bon anniversaire à toi. Bon, bah, elle sortira avant, mais voilà, on parle du 3 février. Euh, Troisième raison, justement, je viens de parler du matchmaking. De manière générale, je trouve que les cartes Ares sont bien construites. On a un peu tout. On a du striker contre du striker, on a du grappler contre du grappler, on a des mix de deux. Mais moi, pour moi, un truc qui sort du lot, c'est que Fernand ne fait pas spécialement attention au palmarès. Évidemment, il faut toujours faire attention au palmarès. On ne va pas mettre un 20-0 contre un 0-6. Mais il fait plus attention au niveau. J'ai l'impression que Fernand va vraiment regarder les combattants qui signent. Il va extraire le palmarès et il va se dire, ok, celui-ci et celui-ci, ils matchent très bien ensemble, ça me paraît juste sur papier, c'est du 50-50. Alors je ne vais pas le cacher, je le sais personnellement, parce que j'avais contacté Fernand non seulement pour Gris Takeout, mais aussi pour Brian Boulan. Et dans les discussions, j'ai un peu demandé comment il gérait le matchmaking. Et c'est un peu ça qu'il m'avait expliqué, c'est que lui, il n'est pas là pour faire des cadeaux, ni à ses propres combattants, ni à quiconque. Il est là pour faire des combats qui ont du sens par rapport au niveau des combattants et par rapport aux signatures qu'il a faites. Donc voilà, je trouve que le matchmaking est très bien fait, c'est toujours très équilibré sur papier et ça délivre des très très beaux combats comme on a pu le voir au RS2. Donc pour moi, c'est une raison vraiment d'aller voir ce genre d'événement, c'est qu'il n'y aura pas de matchmaking scandaleux, il n'y aura pas un combat où on va se dire ouais, bon ok ça c'est le poulain de un tel, il a voulu le faire monter, il lui a pris une chèvre et ça va être un KO dans la première minute. Même si on aime bien les KO dans les premières minutes, moi personnellement quand je vais voir un événement, j'aime bien d'un côté être surpris et j'aime bien surtout quand un combat commence me poser des questions sur l'issue du combat. On peut toujours se dire, ok, ça va partir en grappling, ou ok, c'est lui qui va prendre le centre, lui qui va prendre l'extérieur, mais il y a toujours ce questionnement, cet effet de surprise potentielle qui peut arriver, et je trouve que sur tout le long de la carte que Ares a construite, on a à chaque combat un peu ce questionnement de, il y a pas mal de trucs qui peuvent arriver, l'un comme l'autre peut gagner, et donc tu arrives avec une curiosité en début de chaque combat de ce qui va arriver. Puis au final, bon, c'est au Dôme de Paris, donc il y aura du spectacle, c'est une belle carte, c'est un bon matchmaking. Je crois que enfin voilà, il y a les écrans géants, il y a les walkouts, il y a un présentateur, c'est sur UFC Fight Pass, donc la production sera au top. Donc il y a vraiment cette expérience de gros événements qui aura lieu sur place. Ok, on passe à l'avant-dernière raison, la quatrième raison, et en fait c'est une double raison. Pour moi, un gros événement, il faut obligatoirement un gros main event et un gros co-main event. Tu peux faire tous des chouettes combats, mais s'il n'y a pas quelque chose qui sort du lot dans les deux derniers combats, il y a un genre de manquement. Et ici, on a deux combats pour le titre. C'est les premières ceintures, si je ne me trompe pas, du Ares qui sont mises en jeu, celles des poids lourds. Plutôt pas mal. On a un Marcel Sitchev en co-main event, du coup, qu'on a vu au dernier Ares, et je vais voir un peu, je vais revoir son dernier combat ici, techniquement ce qui s'est passé. C'est du pas mal. Et il fait face à Dani. Aïe aïe aïe, j'ai oublié les noms, c'est l'improvisation. Hein. Danilo Suzar, qu'on ne connaît pas très bien. Je suis allé juste rechercher, il y a très très peu de combats. J'ai vu un combat qui va à la décision pour lui. C'est un petit, bien 120 kilos. Hein, j'ai l'impression qu'il doit peut-être cut pour faire la limite. Et c'est juste un bagarreur. C'est un gars qui va rentrer dedans, qui va pas trop calculer. Donc on va dire, c'est fun. Pour un combat poids lourd, c'est fun. Et malgré son gabarit, il bouge plutôt bien. Je vais pas dire qu'il bouge aussi bien que Chris Barnett, malgré son gabarit. Mais oui, il a plutôt eu un côté explosif, athlétique, malgré son gabarit. Et il est là pour rentrer dedans, tout simplement. Et donc ici, on va un peu analyser Marcel Sitchev parce que il a fait un très beau premier combat à l'Ares. C'était son deuxième combat professionnel. Il a donc un palmarès de 2 victoires pour 0 défaite. Il rencontre quelqu'un qui a 8 victoires, 1 défaite. Et c'est là où je dis que c'est intéressant. C'est que, a priori, sur papier, tu dis c'est chaud pour le 2-0. Mais quand on va voir un peu plus loin, voilà, Suzar, il a construit son palmarès contre des non-expérimentés. C'est-à-dire qu'il a 8 victoires, 1 défaite. Mais la plupart de ses victoires, c'est contre des 0-0, des
1-0, des 0-1, et sa seule défaite c'est contre un mec qui était à 6-3. Et donc ici je trouve qu'il y a un équilibre qui se fait parce que Marcel Tchytchev c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel et qui a 2-0 juste parce qu'il a eu que 2 combats, mais il a déjà le niveau de quelqu'un qui a un palmarès plus développé. À l'inverse, Suzar, il est temps qu'il rencontre du challenge et enfin, voilà, que son palmarès reflète un peu son niveau, parce que 8-1, on pourrait dire c'est une brute de brute, mais il n'a pas encore eu de réel challenge. Le vrai challenge qu'il a déjà eu, ben, finalement, c'est celui qu'il a perdu. Alors, pour le style de Marcel Tchytchev, ce que j'aime bien chez lui, particulièrement, c'est que il connaît ses forces et il a développé son jeu autour de ses forces. Je vais faire une comparaison par rapport à l'approche du MMA. C'est pas du tout une comparaison de compétences, mais Ronda Rousey avait développé un peu un jeu sous la même logique. C'est-à-dire que Ronda Rousey, là où elle excellait, c'était au clinch. Alors tout le monde dit oui, les clés de bras, etc. Oui, les clés de bras, c'est sa spécialité. Mais pour amener le combat vers son finish, sa signature de finish, elle avait besoin du clinch. Le judo. Le judo, ça part du clinch pour amener au sol. Et ce qu'il y a de bien en MMA, c'est que le clinch, il est facile à obtenir. Bon, évidemment, quand tu es contre quelqu'un qui se déplace très très bien, ou qui a un bon frame, quand tu tombes sur un Max Holloway ou un Stephen Thompson, c'est pas facile d'obtenir le clinch et de maintenir le clinch. Mais voilà, jusqu'à un certain moment, le clinch est facile à obtenir. Le gars attaque, tu restes sur place, tu cherches le clinch. Tu surengages un peu, tu finis au clinch. Tu mets la pression, tu rentres tout doucement, tu obtiens le clinch. Et on voit un Tchytchev qui a vraiment développé ce jeu pour la recherche du clinch. Et pourquoi? Parce qu'il vient de la lutte gréco-romaine. Et on va le voir ici, il a vraiment un très très bon niveau en gréco-romaine. Et du coup, il a développé un jeu debout qui lui sert à amener le combat là où il veut, c'est-à-dire au clinch, pour après amener au sol. Mais en plus de ça, le pied-point qu'il a développé est létal. Et on va voir ça tout de suite. Ok, donc... Je peux utiliser ma souris, je vais utiliser ma main. Voilà. Alors, ici, premier exemple. Pardon. Je m'en passe sur le Covid. Premier exemple, c'est ce que je disais. Le gars attaque. Si tu désengages pas et que tu cherches pas à contrer, si l'autre surengage un peu dans son attaque, il va casser la distance lui-même et il te donne un peu le clinch. Donc c'est ça qui se passe ici. On a l'adversaire de Tchytchev qui attaque, Tchytchev qui reste sur place, boum, et on vient chercher le clinch. Clinch, en gréco-romaine, c'est un avantage pour lui. Alors on a son adversaire qui va quand même envoyer quelques coups de genou, il était préparé. Alors, hop. C'est l'adversaire qui va essayer d'amener au sol. Donc ici on voit que l'adversaire crochette sur l'extérieur pour un outside leg trip. Et ça c'est vraiment gréco-romaine. Donc normalement, je dis bien normalement, généralement, quand on a le underhook d'un côté, on va plutôt chercher à utiliser le underhook pour tourner l'action du côté opposé de là où on l'a. Et quand on a un background en gréco-romaine, on a une force de dingue dans le tronc et dans le haut du corps, ce qui nous permet de faire un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude. Donc ici, c'est le overhook qu'il a. Il a du côté gauche et il va pousser l'action et faire tomber son adversaire du côté opposé à son overhook, ce qui est absolument magnifique. Et donc c'est un contre. Donc là, il fait vraiment un contre de l'amener au sol de son adversaire. Et là, étant donné que je suis en train de faire du name dropping, je trouve qu'au clinch, il a un style qui ressemble fort à celui de Matt Brown. Matt Brown était très bon pour sweep, mais pas pour aller au sol, pour directement venir chercher le headlock. Et ici, Tchytchev l'a fait plusieurs fois dans ce combat. Il bouscule, il fait trébucher, on va dire, il fait pas tomber, ou il fait plus ou moins tomber, parce que là, on est quand même à genoux au sol, pour après venir chercher le headlock et travailler à partir de là. Il a d'ailleurs à un moment failli finaliser avec un front headlock debout. Donc, voilà, on voit qu'il a un très très bon grip, une bonne puissance du haut du corps, et ça lui permet ici en sortie de clinch. Donc là, il y a vraiment le côté MMA qui ressort, c'est-à-dire qu'il vient de la gréco-romaine, mais il a développé les spécificités du MMA. Les spécificités du MMA, c'est que tu as un clinch, mais que tu as l'opportunité de frapper. Donc là, on a un Tchytchev qui, en sortie de clinch, va envoyer son petit crochet, et le crochet touche. Ok, hop, il switch. Maintenant, son adversaire engage sur un jab, et on est directement là pour chercher le contre. Ça manque de précision, mais
le fait qu'il cherche le contre, ça montre une aisance aussi debout. En général, et tous ceux qui font du MMA ou qui ont fait du MMA vont le dire, quand tu commences tes premiers sparring, c'est beaucoup j'engage et je désengage. Et mon adversaire qui est aussi débutant que moi, il désengage et il engage. Les contres viennent avec l'aisance. Plus on monte en MMA, plus on essaye de contrer l'action et de rester à l'échange. Donc ici, on a un Sichev qui, encore une fois, malgré son background plutôt en lutte gréco-romaine, est déjà à l'aise debout. Alors, ça c'est le deuxième point dans son jeu. En pied-point, il va beaucoup travailler en shift. Donc je parle souvent des shifts, ça permet de bien casser la distance et en tout cas ça permet d'avancer plus vite que ce que l'adversaire ne désengage. Donc quelqu'un qui reste dans sa garde quand il désengage par demi-pas, par coup de demi-pas. Donc il va jamais, comme on ne marche pas en arrière, c'est pas la distance entre mon pied droit et mon pied gauche que je double pour désengager. C'est mon pied droit, enfin mon pied avant et mon pied arrière. Mon pied avant va pas rejoindre mon pied arrière, mais il va arriver à la mi-distance et mon pied arrière va reculer de la même distance. Et donc on recule de cette distance par step, alors que quand on shift, on double cette distance et donc on réduit vraiment l'espace qui est entre les deux athlètes. Et quand l'objectif c'est de chercher le clinch, ça fonctionne très bien ensemble. Donc ici on a un Sichev qui va le montrer, il envoie son crochet arrière et dans l'élan de son crochet arrière, il vient passer en gaucher et il double son attaque. C'est un peu... j'ai pas comparé ça au Dustin Poirier shift, mais voilà, Dustin Poirier aussi, il engage avec son côté arrière, il se laisse emporter, il passe dans l'autre garde et puis il va attaquer de nouveau avec son nouveau côté arrière. Hop. Et donc ça lui permet évidemment, on va montrer quand même la suite de l'action, tac, ici, hop, on casse la distance, le body lock, et encore une fois, ici, gros lift, et on vient amener au sol, on est directement en position de contrôle. Donc il y a, à son deuxième combat pro, il y a déjà un niveau avancé en expérience ou en compréhension du combat. Il sait ce qu'il veut et il sait comment arriver à ses fins. Petit exemple ici que j'aime bien aussi, c'est il est au clinch et son adversaire le met plutôt bien en difficulté. Donc son adversaire a compris qu'il ne devait pas laisser Sichev prendre le clinch, donc il va utiliser un frame pour créer de la distance tout simplement, et on va voir un Sichev justement avoir du mal à casser le frame. Hop, je vais revenir un tout petit peu en arrière, voilà. Ici il essaye de casser le frame avec sa main, il va essayer de pousser le frame sur l'extérieur pour pouvoir placer sa tête à côté de celle de son adversaire et venir chercher un clinch rapproché. Donc ici on crée la distance et on vient envoyer des petits uppercuts en dessous du frame, ce qui crée de la distance, et de nouveau cette petite manipulation, c'est tellement inné chez lui, on a l'impression que ça va tout facilement. Hop, alors ici il est lui-même déséquilibré, hein, on voit, il est plus du tout perpendiculaire au sol, mais la clé c'est son pied droit qui va venir circuler pour garder un équilibre et venir amener ça au sol. Et de nouveau, on vient chercher le headlock. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cette transition qui menace vraiment l'étranglement, la guillotine, enfin le front headlock plutôt, mais ça ressemble vachement à une guillotine. Et puis le finish, boum boum, le Dustin Shift. Alors, plus ou moins ça. Alors ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est vraiment, il envoie son overhand, il se laisse emporter avec son overhand, et moi ce qui m'intéresse, c'est sa jambe droite, sa jambe arrière de base qui va devenir sa jambe avant. Regardez le déplacement. Il va pas en ligne, donc a priori s'il allait en ligne il irait par là, mais il sait que en transitant il va passer en gaucher, donc il va passer en garde ouverte, et s'il veut passer en garde ouverte et que sa gauche touche, il faut que il se déplace le plus par là possible. Il faut que son épaule gauche soit alignée avec sa cible. Et donc on voit un déplacement, vous voyez, sa jambe, elle reste bien en ligne avec la base, elle part pas par là. Je vais peut-être remontrer parce que c'est difficile à vraiment expliquer. Et ici, si on trace une ligne de son axe actuel, c'est comme ceci. Et on va voir qu'il va se déplacer en réalité un peu comme ceci, ce qui va lui permettre de placer son crochet gauche ici. Wap. Ça envoie au tapis et puis il vient finaliser au sol. C'est des petits détails, mais comme on sait, le MMA, ça se joue au détail. Ok, on va un peu accélérer parce que j'ai l'impression que je parle depuis un petit temps. Le main event.
Eh ben, on va d'abord parler du concours. Pour le concours, c'est très simple, les gars. C'est très simple. On met simplement un commentaire sur la vidéo. Et si on veut avoir 2 chances de l'emporter, on va sur Twitter, on partage cette vidéo. Et pour que je retrouve le partage, on met un petit hashtag Ares3CG, Chris Gunnacht. Ares3CG comme hashtag en partageant cette vidéo aussi. Comme ça, moi sur Twitter, ça me permet de répertorier tous ceux qui ont participé au concours via Twitter. Et je m'en fous que tu commentes sur YouTube et qu'en plus de ça, tu tweets, eh ben, tu rentres 2 fois dans le concours et après je ferai un tirage au sort. Voilà, le tirage au sort aura lieu mardi à 20h. On va faire ça. Donc avant mardi à 20h, un petit commentaire ici, plus le tweet. Et puis on voit qui a la chance d'aller voir sur place. Si tu ne gagnes pas le concours, le lien vers la billetterie est en description de la vidéo. Encore une fois, j'invite tout le monde à aller voir. C'est une expérience de voir un gros événement de MMA sur place. Moi, j'ai fait plein d'UFC. C'était un kiff avec ma femme. On faisait des city trips. On organisait des city trips là où il y avait des UFC. Donc ça nous permettait de visiter une ville et puis de profiter d'un UFC. Elle est géniale, ma femme. Ok, main event. On a Abdurakhimov, Lazy King, ce sera plus facile à prononcer, qui rencontre un vétéran de l'UFC, Pepei. Et ça va être un très beau combat. Donc, encore une fois, j'ai des petites séquences vidéo là à montrer. Alors, d'abord, qui est Godofredo Pepei? Dès que j'ai vu le nom, ça m'a tilté. Je me souviens de ce coup de genou comme si c'était hier. Je ne sais pas pourquoi ce KO, il me reste en tête. Bon, après, je sais pourquoi. C'est un coup de genou sauté. Qui n'aime pas ça? Alors, Pepei, c'est un... J'ai envie de le décrire comme ça. C'est un Brésilien. C'est un combattant brésilien. Il a de l'explosivité en lui. Il est agressif. Il est excitant. Il est complet. Il a un striking très agressif. Il a le knockout power. Et en plus de ça, au sol, il a un jeu à pression et il est plutôt submission oriented. Donc, il va plutôt chercher la soumission en premier. Alors ici, il y a un truc que j'ai envie de montrer. C'est ce coup de genou sauté. Pour un peu motiver les gens à voir ce combat, parce que ça va vraiment être sympa. Donc, contre la Hat, ici on voit un petit changement de niveau, fin de changement de niveau. Quelle est la réaction de la Hat? Désengager, sans bouger. Il désengage juste. Donc, il sait que quand Pepei change de niveau ou prend appui, il va exploser. Et donc lui, sa réaction, c'est « Ok, je recule ». On est un tout petit peu plus loin dans le combat. Donc là, il restait 2 minutes 30, ok, quand il fait le changement de niveau, 2,25. Donc 5 secondes plus tard, clairement, Pepei s'est dit, ok, je fais une feinte de changement de niveau, ou alors je prends appui, mon adversaire va désengager. Qu'est-ce que moi je vais faire? Eh ben, je vais faire un saut en longueur et un saut en hauteur en même temps, et je vais envoyer mon genou sauter. Donc là, je vais montrer en live. Boum, on voit vraiment le même, le petit bump. Du coup, ça crée la même réaction chez la Hat, juste reculer, sans chasser ni quoi que ce soit. Et du coup, il y a une ouverture dans l'axe. Et là, il vient mettre son coup de genou sauté, bam, qui vient toucher. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est regarder d'où il part. Il est vraiment au plein milieu de la cage. Le coup de genou touche, alors que la Hat est sur la ligne noire extérieure. C'est vraiment un saut en longueur et en hauteur qui vient finaliser le combat. On va le montrer. Boum. Juste spectaculaire. Le gars, il fait vraiment dodo. Ok, alors ça, c'est pour Pepei. Donc Pepei, comme je dis, style brésilien, agressif, très complet, aussi dangereux debout qu'au sol. Il cherche beaucoup la soumission, donc ça va être très agréable. À l'inverse, je ne vais pas dire à l'inverse parce que ce n'est pas des styles complètement opposés, mais on a un Lazy King qui a un style un peu plus... J'aime pas utiliser le mot unidimensionnel parce que c'est fort péjoratif, mais son style résorbe autour de son grappling, c'est-à-dire que son objectif, c'est de grappler. Pour grappler, il a développé un style debout qui est un peu comme celui de Brian Ortega avant son combat contre Max Holloway, c'est-à-dire je vais être agressif, je vais mettre mon adversaire sur pression, parce que 80-85% du temps, quand j'ai rencontré un striker, il ne sera pas à l'aise sous pression. Généralement, les très bons strikers
Enfin, pas les très bons. Les bons strikers, généralement, ils ont besoin d'espace pour s'exprimer. Donc, s'ils sont face à quelqu'un qui le presse, qui le presse, qui le presse, ça diminue la qualité de leur striking. Les excellents strikers sont capables de combattre un peu, même à reculons. Je vais prendre le meilleur exemple. Quand tu combats contre Barboza, quand Khabib a combattu contre Barboza, il a mis sous pression, il a mis sous pression, il a mis sous pression, et ça a très très bien servi son jeu. Lazy King, il fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il veut prendre le centre, il veut avancer, il sait qu'a priori dans la plupart des combats, il va pas s'imposer en pied-point, surtout quand il rencontre un striker, et que du coup, ça va forcer le striker à faire des erreurs, à essayer de le garder à distance, et le meilleur moyen de garder quelqu'un à distance, c'est en envoyant des kicks. Enfin, je ne vais pas dire le meilleur moyen, mais le moyen sur lequel on repose le plus souvent pour garder quelqu'un à longue distance, c'est reposer sur les kicks. Il y a évidemment les jabs qui sont peut-être plus intéressants face à des grappleurs, mais quand le cerveau se met en mode automatique, c'est reste loin, je te kick. Et donc évidemment, c'est un style qui a été intelligemment développé par Lazy King parce que ça lui offre beaucoup d'opportunités d'aller chercher son domaine de prédilection, le grappling. Donc, ici, on le voit, voilà, on a un adversaire qui cherche le kick et Lazy King, c'est un opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a une demi-opportunité, il vient directement chercher la jambe. Ok, il a envoyé sa jambe droite, quand elle va d'office retomber, quand elle retombe, il y a son poids dessus, il va pas pouvoir sprawler avec, je vais la chercher. Et une fois que je l'ai, je la lâche plus. J'ai des amis qui ont tourné avec lui qui disent il a une force et une agressivité en grappling, donc au-delà de son côté très technique et très développé en propriété technique, c'est un animal. Le mec n'arrête pas, il lâche jamais jusqu'au moment où il a la position et on va le voir ici dans son amené au sol. Il cherche la single, il cherche à snatch, il change de direction, ça fonctionne pas, il continue. Il n'y a pas un moment d'arrêt. Il sait que s'il y a un moment d'arrêt, c'est une opportunité pour l'adversaire de chercher un underhook ou de chercher une défense ou même de chercher un sprawl. Tant que c'est lui qui mène la cadence, tant que c'est lui qui bouge, c'est l'autre qui est en réactivité. Dès le moment où lui va s'arrêter, c'est l'autre qui va pouvoir agir et du coup ce sera lui qui sera en réactivité. Donc il essaye d'être proactif dans son amené au sol et ça j'aime beaucoup. On est en mode lutte, le cerveau est en mode lutte. L'amené au sol, il n'a pas réussi à la finaliser. Hop, une petite frappe, son adversaire passe en mode grappling et du coup ça lui permet de venir chercher la double leg. Donc, il a la single, il cherche. Ça va au sol, ça fonctionne pas, ça crée un scramble. Il reprend la single, ça fonctionne toujours pas. J'envoie une frappe, l'autre pense striking. Avec la frappe, j'ai ouvert ma single, je viens chercher la double leg. Et une fois que j'ai la double leg, j'obtiens mon takedown. Alors, ici, il y a l'arbitre qui passe devant, mais c'est pas très grave. Voilà. Ça, j'adore vraiment. Donc, on a un genre de demi-garde, donc on voit que le pied de Lazy King est ici et que sa jambe passe au-dessus de la jambe de son adversaire, donc il a une demi, et son adversaire a un butterfly hook ici. Et donc pour enlever le butterfly hook, il a deux options. Ouais, il peut partir par le haut et puis chercher le side, ou partir par le haut et chercher la monte. Et donc ce qu'on va voir, c'est un très très beau S. Sa jambe va faire un genre de ici, de S pour passer vers la monte. On va le montrer au ralenti. Donc regardez son genou, son genou va rentrer à l'intérieur. Là, le genou rentre à l'intérieur. Et donc là, on a la directionnalité, c'est vraiment vers la side. Et puis il va faire un très beau changement de direction. Une fois que son genou, ici, aura passé le tibia de son adversaire, il va changer de direction. Donc il n'y a pas la perspective, mais il va aller par là, et puis il va sortir. Il va faire ici, et puis il va essayer de sortir son genou ici, pour aller vers la monte. Vraiment très très beau. Hop, il rentre. Donc là, on voit, le genou est rentré. Il a passé le tibia, il a même passé la hanche. Et maintenant qu'il a passé la hanche, il va venir essayer de sortir ici pour se diriger vers la monte. Là, voilà. Vous voyez? Donc le genou, il sort vraiment ici pour venir chercher la monte. J'ai remontré ça parce que c'est absolument splendide. Je trouve ça super. Donc il y a le butterfly hook. Voilà. Ici, on voit très bien. Hop. Ici, l'adversaire qui cherche le butterfly hook. Hop, allez, c'est parti. Le petit S. Et on vient chercher cette monte. Et en plus de ça, bon, petit détail, le underhook ici permet d'empêcher son adversaire d'utiliser sa main droite pour pousser le genou et empêcher la transition. Tout est réfléchi. Ok, alors, ça qui est bien avec ce Lazy King, c'est qu'il n'est pas en mode grappling, il est en mode MMA. Donc, les petits coups de genou sont autorisés. Ça permet de bouger son adversaire et de venir chercher son 3/4 monte.
Alors, son adversaire, intelligemment, va utiliser la cage pour essayer de retourner la situation. Donc, ce que son adversaire veut faire, c'est pousser avec ses deux pieds contre la cage, ce qui va lui permettre de rouler. Et étant donné que Lazy King a son bras ici, il peut s'imaginer à ce que Lazy King roule, se retrouve sur son dos. Et du coup, quand lui positionnera ses genoux au sol, il se retrouvera a priori dans la garde de Lazy King. Et ça, c'est très très beau ce qui va se passer. Donc voilà. Dès que Abdul remarque que son adversaire veut bouger, ici, il n'a aucun poste. Hein. Donc là, il y a vraiment moyen qu'il fasse un cumulé, il se retrouve sur son dos en bottom position. Donc premier réflexe, écarter les bras. Il écarte les bras, ce qui lui permet de garder un contrôle sur le scramble, de ne pas rouler surtout. Il va laisser de l'espace à son adversaire pour que son adversaire roule, puisque c'est l'objectif de son adversaire, c'est rouler pour retourner la situation. Et donc son adversaire va se retrouver sur ses propres genoux, sauf que Lazy King va rester au-dessus et il va prendre le dos dans la transition. Hop. Et même sa tête. Hein. Donc il y a 3 appuis. Il y a sa main gauche, sa main droite, et puis il y a sa tête qui va venir glisser ici. Et il va genre flotter au-dessus de son adversaire. Donc ses hanches vont flotter ici, le temps de transiter vers le dos. C'est juste magnifique. Et évidemment, avec ses mains, il se déplace pour créer l'angle et venir chercher le dos. On va montrer ça en vitesse réelle. Au changement de caméra, on va chercher directement le dos. Et ça, j'apprécie beaucoup. Le double underhook. Donc, on vient d'abord chercher la position avant de chercher la soumission. Il est intelligent, hein. Il reste 3 minutes 23, on est dans son domaine de prédilection. Pourquoi aller prendre un risque et chercher une soumission à la volée quand il peut d'abord prendre le contrôle et puis chercher sa soumission? Donc 3 minutes 23, voilà. On a le contrôle. Une fois qu'il a le contrôle, il ne va pas attendre trop longtemps. Il libère une main pour venir frapper. Il est dans l'activité. Il n'est pas là pour attendre. Il est vraiment là dans l'activité. Il étend son adversaire. Il menace l'étranglement. Et alors ici, ça... Malheureusement, il y a l'arbitre qui va passer devant, mais il vient prendre le underhook, et puis quand l'arbitre sera passé, on va voir qu'il aura un contrôle du poignet ici. C'est très très intéressant. Hop, voilà. Ici, ça c'est le gant de Abdul, le gant de son adversaire. Il a un contrôle de poignet, ce qui signifie que son adversaire ne peut plus défendre le grand endpoint de son côté gauche. Donc il va envoyer avec sa main droite quelques frappes à droite, une frappe à gauche, et ça va permettre d'ouvrir l'étranglement arrière. On aura un meilleur angle, et le tap-out est immédiat. Il a un squeeze de dingue. Regarde. Donc ici, il frappe une fois à droite. Hop, on voit que son adversaire défend à droite, mais par contre, grâce au contrôle de poignet, il n'y a pas de défense de ce côté-ci. Donc, il frappe une deuxième fois à droite, il va frapper une fois à gauche. Et au moment où il frappe à gauche, son adversaire se retourne pour défendre. Évidemment, il ne sait pas défendre avec sa main. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer le côté de sa tête sur le sol pour plus avoir de frappe de ce côté-là. On ne peut pas frapper l'arrière de la tête. Mais en faisant ça, ça libère un espace ici. Voilà. Et là, Abdul va glisser sa main. Hop. Voilà. Son bras est passé, sa main est passée. Changement de caméra. Et là, on a l'étranglement directement. Il ne vient pas chercher le figure 4 lock, il vient chercher le gamble grip et il vient mettre pression avec son bras gauche sur l'omoplate. On a un tap-out directement. Absolument magnifique. Donc voilà, allez voir ça parce que Abdurakhimov, ça fait 2 combats qu'on parle de lui pour... il est temps qu'il aille à l'UFC. Main event pour la ceinture du Ares qui passe sur l'UFC Fight Pass face à un ancien combattant de l'UFC. Une victoire, la signature est là. C'est l'opportunité, potentiellement, de voir le dernier combat hors UFC de The Lazy King. Ok, 5e et dernière raison pour laquelle aller voir cet événement, le clash des prospects. La vidéo commence à être longue, donc je vais vous libérer en disant simplement Pauline Begay, 2 victoires, 0 défaite, qui rencontre Oumar Sy, 5 victoires, 0 défaite chez les moins 93, les moins de 93 kilos. C'est 2 gros prospects et j'aime bien ça. J'aime bien quand 2 prospects se rencontrent. Alors oui, il y en a un des deux qui sera sur une défaite. Oui, il y en a un des deux qui va devoir faire un step back et rebondir dans sa carrière. Mais l'autre, ça va faire une explosion. Ça va faire une explosion dans sa carrière. Ça va vraiment permettre d'aller chercher beaucoup plus loin après. Et les deux sont super complets. Les deux sont absolument ultra complet, debout, en lutte au sol, ça va être super beau comme combat et c'est juste avant le main event et le co-main event. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, voilà, ici je fais cette vidéo, bon,
pour faire un débrief parce que ça en vaut la peine, mais il faut bien comprendre qu'il y a une importance à aller voir les événements locaux. Je le sais, j'ai organisé des événements en Belgique et j'arrêtais pas de dire ça. Il faut montrer au monde qu'il y a de l'intérêt. Il faut que les médias voient que quand tu fais un événement, il y a un sold out. Il faut que les médias voient que quand tu parles d'un événement, il y a des commentaires, il y a des partages et tout ce qui s'ensuit. Et donc ici, on parle de plus en plus de l'UFC à Paris, mais pour que l'UFC à Paris vienne, il ne faut pas attendre dans son fauteuil, il faut vraiment mettre en place les choses pour, et bordel, moi je suis belge, à la limite je devrais m'en foutre, mais j'ai envie qu'il y ait un UFC à Paris pour venir le voir moi-même. Cette vidéo était en effet égoïste. Merci à tous d'avoir regardé, comme d'habitude on s'abonne, on commente pour participer au concours, on like, on partage. Par altruisme, mais aussi pour participer au concours. À très bientôt, c'était Chris Gunnight.